En l'absence de la présidente de la Chambre, Jennifer Sigaud, donc il me revient à l'honneur d'introduire ce rendez-vous de l'économie. Tout d'abord, je souhaitais remercier les intervenants qui vont vous présenter, les intervenants du Sérum, donc, qui vont vous présenter ce thème ce soir, comment se porte l'économie calédonienne. Donc, tout d'abord, Véronique Dodin, directrice de l'ISE. De l'AFD, Carole Vidal, chargée de mission, et Philippe Lebouc, directeur adjoint. Pour l'IEOM, Jean-David Naudet, le directeur. Et puis ensuite, on aura sur l'estrade des représentants du monde économique, avec Frédéric Pantecoste, membre du bureau de la CCI du secteur commerce, Daniel Oshida, président du MEDEF, et Carole Vassiliev, président d'honneur de la FIN, qui est élu CCI du secteur industrie. Ce soir, on a décidé, pour les habitués des rendez-vous de l'économie, on a décidé d'avoir un format un peu différent, où on va essayer que la soirée se décompose vraiment en deux morceaux de taille à peu près équivalente. Les exposés qui vont être présentés par les membres du Sérum, et ensuite 45 minutes vraiment d'échange entre la salle, nos intervenants qui seront sur l'estrade et nos invités intervenants. Et du coup, pour animer cette soirée, on a convié M. Jean-François Bodin qui va animer ces échanges. Je vais tout de suite lui laisser la parole. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Donc, on va rentrer très vite dans le vif du sujet pour ces rendez-vous de l'économie. Cette première partie, donc, qui sera animée par les intervenants qui sont sur l'estrade. Et ensuite, on conviera les autres invités à venir les rejoindre. Je crois que le souhait, c'est vraiment qu'il y ait un échange avec vous, que vous puissiez poser des questions aux intervenants, que ce soit ceux qui vont présenter les études de la première partie ou que ce soit les intervenants qui seront là ensuite, qu'il y ait un véritable échange entre la salle et les personnes qui sont là pour faire que cette soirée soit la plus riche possible. Donc on va rentrer très vite dans le vif du sujet. C'est donc Véronique Dodin qui va ouvrir le bal avec venir nous parler de la comparaison des prix. C'est la directrice de l'ISE et je lui cède la parole tout de suite. Merci. Donc, j'ouvre le bal. On va essayer d'évoquer le plus souvent dans nos publications la conjoncture et faire un point sur la conjoncture économique. Oh, c'est pas de chance. Oui, Véronique Dodin est directrice de l'ISE, pas de l'IEOM. Voilà. Il n'y a pas eu de changement de poste. Enfin, pour Jean-David, c'est pas de chance. Non. Donc, on va évoquer la conjoncture économique en 2017. Pour la plupart des indicateurs qu'on va présenter. Et j'ouvre le bal avec, justement, le point qui fait référence à une étude qui a eu lieu en 2015. Et donc, c'est la comparaison spatiale des prix. Certains indicateurs économiques sont produits en infra-annuel, d'autres de façon annuelle. Et enfin, la comparaison spatiale des prix est une étude qui a lieu une fois tous les 5 ans. Et donc, elle était sortie en 2012 pour la comparaison spatiale de 2010. Et on vient de sortir, elle n'est pas encore sur notre site, la comparaison spatiale des prix 2015. Pour avancer. Donc, elle sera demain matin sur les sites respectifs des partenaires Sérum. Donc, cette comparaison spatiale qui aboutit à un constat, les prix sont un tiers plus élevés qu'en France métropolitaine. C'était sensiblement le même constat en 2010, un tiers plus élevé, on l'avait déjà en tête. Elle vise à comparer uniquement les niveaux de prix entre la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine. Elle est réalisée dans l'ensemble des Outre-mer et donc pour la référence, la comparaison est faite avec la France métropolitaine et uniquement. On a des publications qui permettent de comparer ces écarts de prix entre les Outre-mer, mais pas entre eux directement. C'est bien une comparaison vis-à-vis de la France métropolitaine qui est faite pour chacun des Outre-mer qui réalise cette étude. Donc, elle est un peu complexe et je pense que sans précision méthodologique, mais je vais être très rapide, je vous rassure, c'est difficile d'approcher ces tableaux. C'est le résultat d'une vision croisée entre deux paniers de consommation. Donc, on va regarder assez souvent le panier de consommation métropolitain s'il était acheté en Nouvelle-Calédonie, et c'est les deux premières colonnes, 2010 et 2015, et puis l'indice synthétique, qui permet de visualiser quel est le réel écart de prix, quel que soit l'endroit où on se positionne. Donc c'est effectivement très souvent les premières colonnes qui nous intéressent. Combien coûte un panier métropolitain si on voulait l'acheter en Nouvelle-Calédonie, mais les deux visions à toutes seules sont biaisées.
C'est pour ça que l'indice synthétique final est le résultat croisé de ces deux approches. Donc, on va regarder comment on atterrit à ce 33%, un tiers plus élevé, un écart qui diminue légèrement avec la métropole. C'était près de 49% le panier métropolitain plus cher en Nouvelle-Calédonie, c'est 44% seulement en 2015. Et entre 2010 et 2015, l'indice synthétique a baissé d'1 point. Sur le panier local acheté en métropole, il y a des pratiques commerciales qui sont complètement différentes, qui font que c'est plus difficile à commenter ou moins intéressant au niveau de l'étude. Mais il participe évidemment à la mise en place de l'indice synthétique. Les écarts donc s'atténuent en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et à La Réunion, alors qu'ils se creusent en Polynésie, en Guadeloupe et en Martinique. Et à Mayotte, il n'y avait pas d'enquête en 2010. Ces deux visions croisées donnent une approche à la fois des écarts de prix qui évoluent, qui se creusent ou qui diminuent, mais aussi sont positionnés, ces deux paniers, sur une pondération. Et donc, on le voit ici, les écarts de consommation des ménages métropolitains et calédoniens entrent en majeur aussi dans cette comparaison spatiale des prix. On le voit sur les trois dépenses incompressibles que sont les transports, les produits alimentaires et le logement. Les ménages calédoniens, la barre rouge, ont des dépenses plus élevées que les ménages métropolitains, la barre grise juste au-dessus. Et alors ce sont les trois dépenses les plus importantes dans les deux géographies, mais alors qu'elle est autour de 43%, le cumul de ces trois dépenses en métropole, on est 10 points au-dessus en Nouvelle-Calédonie. Plus de la moitié. À l'inverse, les dépenses des ménages métropolitains sont plus importantes pour des achats tels qu'en hôtel-restaurant, habillement, autres biens et services, etc. Donc ça, c'est pour le descriptif des paniers. La barre des 100% est franchie dans l'alimentaire, alors que l'écart n'atteint que 2% pour ce qui est du poste des transports. Donc, on l'a vu dans la diapositive précédente, ces deux postes sont parmi les trois plus gros au niveau des dépenses calédoniennes. Néanmoins, s'agissant des écarts de prix, c'est les produits alimentaires qui ont le haut de cette colonne. Et donc, c'est classé par ordre décroissant de l'écart du panier métropolitain avec le coût qu'il aurait en métropole. Donc ce 44% est porté en majeur, on le voit, par un écart de prix doublé en quelque sorte dans l'alimentation, et puis les communications 3/4 plus chères qu'en métropole. Enfin, les boissons alcoolisées, le logement, l'énergie et l'eau, et puis ensuite les écarts diminuent au-dessous du 44% moyen. Donc ces écarts supérieurs à 50% pour des dépenses centrales, excepté les transports, sont tirés en partie par l'alimentation et tirés, on va le voir, par des évolutions inflationnistes qui ne sont pas tout à fait identiques entre les deux territoires. Donc, en particulier, lorsqu'on s'attache à regarder les évolutions inflationnistes, les deux courbes semblent parallèles ou évoluent en parallèle globalement. Cependant, même si on a vécu de la même façon qu'en métropole une inflation très importante entre 2010 et 2012, ce n'était pas dû aux mêmes causes. On le voit sur les chiffres de l'inflation. Entre 2010 et 2015, l'inflation est tirée par l'évolution 2010-2012 des prix alimentaires essentiellement. Donc, à partir de cette envolée qui a impacté entre 2010 et 2012 les prix alimentaires, la Nouvelle-Calédonie a engagé les moyens permettant une maîtrise de l'inflation, mais ça n'a pas permis de la gommer, cette période 2010-2012, de la période 2010-2015. Et de fait, l'inflation en Nouvelle-Calédonie est 3 fois plus importante, ou près de 3 fois plus importante que celle qui a été vécue en métropole sur ces produits-là. À l'inverse, on constate des inflations plus importantes en métropole, même si les prix sont restés inférieurs pour les boissons alcoolisées. Et alors le plus flagrant, c'est pour l'habillement et chaussures, où ce poste-là vit carrément une inflation négative sur la période 2010-2015, alors que les prix continuent à évoluer en métropole. Ainsi, les écarts de prix s'accentuent le plus fortement pour les communications et les produits alimentaires. On a sur ce graphique les écarts de prix tels qu'ils se présentaient en 2010
en gris et tels qu'ils sont aujourd'hui en 2015, avec un écart de prix qui diminue pour l'habillement lié à une inflation qui évolue en sens inverse et qui augmente considérablement pour les communications et augmente de façon notable pour les produits alimentaires. Là, on est sur l'indice de Fischer, l'indice synthétique. Ça s'explique, hein, les communications, même si l'inflation est négative sur ce poste, elle est de moins 10%, alors qu'elle a été sur cette période très, très, très importante, cette déflation en métropole. Donc voilà, sans surprise pour la comparaison spatiale des prix, on reste à un tiers plus élevé et en majeur dû aux consommations incompressibles, excepté les transports qui, eux, présentent un écart relativement faible de prix, même si le poids dans le panier des ménages est plus important. Donc le second indicateur, mais je vais faire très vite pour introduire la présentation de Jean-David, c'est l'emploi salarié en 2017, une publication qui est uniquement ISE, mais on garde le logo Sérum, même si je ne suis pas directrice de l'IOM. Donc l'emploi salarié retrouve en 2017 le même niveau que celui qu'il avait atteint en 2015. Et je suis tentée de rajouter, après une décennie de croissance. On ne voit pas tout sur la courbe, mais il n'y avait pas eu d'interruption à cette croissance de l'emploi depuis 2015. Et lorsque ça se stabilise en 2017 au point haut qui avait été atteint en 2015, on oublie, mais le creux de 2016 semble derrière. Pas tout à fait. Cette évolution positive doit néanmoins être nuancée. En effet, la plupart des créations d'emplois concernent le secteur public pour ce rattrapage 2016-2017. Dans le secteur privé, les emplois qui ont été perdus en 2016, donc ce creux qu'on voit sur la courbe précédente, ne sont pas réactivés en 2017. Enfin, le chômage partiel reste élevé, même s'il est inférieur à celui qu'il était il y a un an, il baisse de 23%. C'est un nombre d'heures qui a été multiplié par 4 par rapport à 2014, le nombre d'heures de chômage partiel. Et puis les licenciements économiques évoluent, augmentent encore de 10% sur un an, mais on est sur un nombre faible de licenciements économiques. Enfin, l'intérim baisse de 8% en équivalent temps plein. Le volume des emplois publics se stabilise à un niveau élevé. Donc, de la même façon que dans le privé, l'emploi public n'a fait qu'augmenter pendant les années antérieures et a encore été accru en 2017 par rapport à 2016. Ce sont 26 670 salariés, c'est 29% de l'emploi, et qui augmente de 2,6% par rapport à l'année dernière, soit 680 emplois créés. La croissance est plus marquée que celle qui avait été vécue en 2016 et en 2015. Le secteur privé, lui, se stabilise à un niveau proche de celui observé en 2014, c'est-à-dire que malgré la reprise amorcée sur la première moitié de l'année 2017, elle ne se poursuit pas et le niveau des emplois se stabilise à peu près au niveau connu en 2014. 2014 qui faisait suite aussi à une décennie de croissance, même dans le privé. Donc moins 0,4%, c'est-à-dire une stabilisation par rapport à 2016. La baisse est plus contenue qu'en 2016, mais les pertes se cumulent. Et puis par secteur, la métallurgie est impactée. C'est un secteur traditionnellement créateur d'emplois. C'est la première année où le nombre d'emplois diminue, 310 emplois de moins. L'industrie manufacturière est la plus affectée. Pour la construction, le point positif, c'est que les licenciements économiques reculent par rapport à l'année 2016. Néanmoins, on a encore moins 130 emplois sur 6 830 salariés. Et enfin, l'emploi continue à progresser dans les activités de service. Et donc ça, c'est un secteur particulièrement créateur et qui ne se dément pas au cours de l'année 2017. Donc en conclusion, en 2017, un niveau d'emploi salarié proche d'un plafond, en quelque sorte, atteint en 2015, après le point bas de 2016. Mais le rattrapage semble porté par les besoins de la population dans une période attentiste de reprise économique, c'est-à-dire les besoins au niveau de l'emploi public, sécurité, santé, dépendance et insertion. Très bien. Merci. On ne pose pas les questions.
Merci beaucoup. Donc voilà, Véronique Daudin, directrice de l'ISE, pour ces éléments et ces premiers chiffres sur les comparaisons de prix et sur l'emploi. On va poursuivre dans cette présentation autour du thème « Comment se porte l'économie calédonienne ?» avec le vrai directeur de l'ISE, Jean-David Naudet, de l'IEOM, voilà. Ce soir, on joue un peu à qui est qui, mais voilà. Donc de l'IEOM, qui va nous donner d'autres chiffres et sur une analyse annuelle avec les données compulsées par l'IEOM. Merci, bonjour à tous. Merci à la CCI de nous accueillir pour ce rendez-vous de l'économie. Donc, je vais vous présenter une rapide analyse de la situation conjoncturelle, comme on dit, de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie en 2017, telle qu'elle ressort des analyses que nous faisons à l'IEOM et qui est présentée dans un petit fascicule qui doit être quelque part dans la salle, qui s'appelle « Synthèse de l'économie calédonienne en 2017 ». Et qui est un fascicule qu'on publie sous un format proche chaque année. Alors, point de conjoncture donc sur l'économie calédonienne. Je commence par l'indicateur que l'IEOM calcule depuis des années, qui s'appelle l'indicateur de climat des affaires, qu'on appelle parfois, sans doute par abus de langage, l'indicateur de confiance dans l'économie, et qui est basé sur un questionnaire très simple adressé à 200 chefs d'entreprise de l'économie calédonienne, parmi lesquels un certain nombre d'entre vous, j'en suis sûr, et qui répondent à des questions par ça s'est amélioré ou ça s'est dégradé, l'investissement, l'emploi, l'activité, le trimestre précédent, le trimestre à venir, etc. Et ces questions donc qualitatives sont agrégées sous une forme d'un indicateur quantitatif, de la même façon que c'est fait en métropole, du reste, pour traduire le climat des affaires ou la confiance des entrepreneurs. Cet indicateur, donc, on constate d'abord qu'il a connu vraiment une baisse très importante, très marquée au premier trimestre 2016, et que depuis le premier trimestre 2016, il est dans une remontée relativement constante, avec quand même une pause au premier semestre 2017, et puis une remontée sur le deuxième semestre de l'année 2017, et qui se situe, c'est la ligne en pointillé sur le graphique du dessus, eh bien à 2017, à peu près au niveau où il était en 2015, c'est-à-dire, on peut dire, avant la crise du nickel. Donc on serait revenu, du point de vue de la confiance des chefs d'entreprise, fin 2017, au niveau où on était avant la crise du nickel en 2015. Et effectivement, est-ce qu'il faut y voir une coïncidence ou pas? On est à peu près, fin 2017, au même prix du nickel, qui est de 5 $ par livre, fin 2017, qu'on était en 2015. On est toutefois en dessous de ce qu'on appelle la moyenne de longue durée, qui est à 100 sur le graphique en dessous. La moyenne de longue durée, c'est la moyenne de cet indicateur sur une période longue, je crois que c'est une quinzaine d'années. Et donc on est tout de même en dessous de la moyenne de longue durée. Il faut dire que la longue durée en Calédonie inclut une période évidemment très favorable. Alors, la question qu'on se pose à l'IEOM, et que je vous pose aussi à vous, c'est qu'y a-t-il un effet institutionnel sur la confiance? On a parfois communiqué, notamment pendant le creux, en disant peut-être il y a un effet d'attentisme, d'inquiétude de la situation institutionnelle qui joue aussi parmi les facteurs qui ont contribué à cette baisse de l'indicateur du climat des affaires. Maintenant que fin 2017 ressemble à avant la crise du nickel, à 2015, on avoue que la question reste ouverte et que, en tout cas, on ne peut pas répondre par l'affirmative, et donc, a priori, on ne discerne pas d'effet institutionnel sur la situation institutionnelle particulière de 2018 sur la confiance des chefs d'entreprise. Alors, évidemment, cette confiance, j'ai déjà commencé à le dire, elle est tirée par un secteur nickel qui est en forte expansion. La courbe en haut à gauche, ici, les deux courbes qui seront en pente forte positive, c'est la courbe de production de nickel métal, de la métallurgie, et la courbe de production, et sur deux échelles différentes, évidemment, de minerais de nickel. Donc on voit qu'il y a une croissance forte sur le nickel métal, c'est la montée en puissance des usines, mais tout autant sur le nickel minerai. Donc on est dans vraiment une croissance forte. On a pratiquement un doublement entre 2010 et 2017 des volumes. Alors cette croissance, elle a été peut-être, enfin tout le monde la connaît, mais elle a peut-être été oubliée un peu pendant la crise, parce que la crise obscurcissait un peu le fait qu'on était quand même dans une croissance des volumes très forte, et puis obscurci aussi par ce qu'on peut appeler le contre-choc pour le BTP de la fin de la construction des usines. Donc il y avait un effet, effectivement, il y a eu une fin de construction qui a créé un contre-choc,
Mais malgré ça, malgré ces effets qui sont réels de crise et de contre-choc, eh bien, on est sur une pente de production rapide. Alors évidemment, en valeur, c'est le graphique en bas à droite sur les exportations en valeur. Cette tendance est moins continue et moins rapide parce que le cours du nickel y joue beaucoup. On est tout de même là aussi sur une évolution croissante des courbes. En 2017, la Calédonie n'a pas le record des exportations. Il reste en 2007 le record des exportations, mais on est au deuxième score historique de la Calédonie en matière d'exportation en 2017. Je reviens encore sur ce même climat des affaires, la courbe que vous avez déjà vue, et je la compare cette fois-ci au cours du nickel. Et on voit un étonnant, enfin je dis étonnant, un étonnant parallélisme pour l'IOM. Peut-être ça n'étonne pas du tout les chefs d'entreprise que vous êtes. C'est bien connu que le nickel est un moteur de la confiance de l'économie calédonienne. Cela dit, les économistes dont je fais partie s'étonnent quand même. D'abord parce que ça ne devrait pas être à si court terme, au trimestre le trimestre, que la confiance des entrepreneurs réagit. Vous voyez, on remonte fin 2016, puis on fait une pause au premier semestre 2017, puis on repart vers le haut au deuxième semestre. Ça ne devrait pas être à court terme que la confiance réagit de cette façon-là. Par ailleurs, même à moyen terme, certes, le nickel est important dans l'économie calédonienne, mais les programmes de compétitivité des industries font que les coûts de ces industries, l'emploi de ces industries n'évolue pas au même rythme que leur production. Au contraire, d'ailleurs, l'emploi, par exemple, diminue, qu'il n'y a pas de dividendes distribués pour les actionnaires ces dernières années, qu'il y a peu de retombées fiscales, en tout cas de la métallurgie, il y en a un petit peu de la part des mines. Donc on est un peu étonné en tant qu'économiste de ce parallélisme de la courbe du climat de confiance et du cours du nickel. L'hypothèse à laquelle on arrive, c'est qu'en fait, ce qui est jugé en termes de confiance, c'est non pas tellement les retombées du nickel, mais c'est les craintes concernant la pérennité du secteur. Ces craintes qui ont été très fortes dans la première partie de l'année 2016, qui se sont estompées et qui redeviennent beaucoup moins présentes fin 2017. Ces craintes, elles ont diminué pour deux raisons. D'abord, la remontée des cours, mais aussi la remontée des perspectives de cours. Et ensuite, parce qu'on peut juger d'une certaine réussite des programmes de réduction des coûts des usines métallurgiques. En fait, ce qui nourrit la confiance de l'économie calédonienne, c'est la pérennité du modèle calédonien, du modèle qui fonctionne sur ses deux jambes, une jambe nickel, une jambe finances publiques et une colonne vertébrale qui est la production pour le marché intérieur, la production industrielle, la production de services et en partie la production agricole. Néanmoins, tout ne va pas bien. Ce regain de confiance, c'est plus un rétablissement qu'une reprise. Ce rétablissement de la confiance, il se passe dans un climat qui est toujours, et on en verra quelques illustrations, dans une conjoncture qu'on peut considérer comme ralentie, en tout cas du point de vue historique de l'histoire économique de la Nouvelle-Calédonie, incontestablement, et avec un certain nombre de fragilités dont on peut illustrer ici deux. La première, je reviendrai très rapidement, c'est celle de l'emploi. Donc Véronique Daudin en a parlé. On est à peu près... on utilise souvent ces histogrammes dans nos courbes à l'IOM. Les histogrammes, c'est-à-dire les bâtons, ils mesurent la croissance en rythme annuel. Donc on est à peu près arrivé sur une croissance en rythme annuel fin 2017 de l'emploi qui est stable. On a vu que l'emploi était au niveau de 2015, surtout grâce à l'emploi public. Mais enfin, l'emploi privé a cessé de diminuer. Mais enfin, il y a à peu près 2000 nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année, à peu près 4000 sortants du système scolaire, à peu près 2000, un peu moins, départs à la retraite. Et donc, ça fait quand même 2000 nouveaux arrivants. Ce sont des ordres de grandeur sur le marché du travail. Ici, il ne s'agit que de l'emploi salarié. Bien entendu, il n'y a pas que le salariat qui peut intégrer les gens dans le marché du travail. Deuxième facteur de fragilité, l'évolution des recettes fiscales en 2017, qui, comme on le sait, ont diminué d'un peu moins de 3%. Là aussi, c'est une chose qui n'était pas arrivée depuis fort longtemps dans l'économie calédonienne et qui doit être interprétée comme un facteur de fragilité. C'est la deuxième jambe dont je parlais tout à l'heure et qu'il faut mettre aussi en lumière avec le graphique d'à côté qui représente l'endettement des collectivités locales. Et là aussi, je m'arrête sur les histogrammes, sur les bâtons qui mesurent des rythmes de croissance annuels, qui, en fin d'année 2017, se situent à peu près à 12-13%, ce qui est un rythme annuel relativement rapide, surtout
compte tenu du profil des recettes fiscales qui sont en face. En abordant un petit peu les secteurs de l'économie, premier secteur de l'économie, des ménages qui sont davantage portés vers l'investissement et l'épargne, davantage que vers la consommation. Une consommation qui avait vraiment ralenti, voire peut-être un petit peu baissé en 2016, et qui reste 2017, selon nos indicateurs, à un niveau proche de celui de 2016. Alors l'indicateur, il y en a d'autres, hein, mais on en représente un seul ici, c'est les importations de biens de consommation. Ça ne représente évidemment qu'une partie du problème, mais enfin, et il est à 0% entre 2016 et 2017. Une diminution des biens durables, une augmentation des biens non durables, peu importe, on est sur des niveaux de consommation qui restent ralentis, avec une inflation qui a certes recommencé à augmenter un peu. On est à la fin du cycle très bas de l'énergie au niveau international, mais qui reste à des niveaux modestes. On est à 1, là aussi, c'est les histogrammes qu'il faut regarder, 1,2, 1,3% en fin d'année. Par contre, les variables d'épargne et d'investissement des ménages sont plus favorablement orientées. Vous avez en bas à gauche les actifs des ménages en banque, c'est-à-dire ce qu'il y a sur les comptes des ménages dans les banques. Là aussi, on regardera l'histogramme qui mesure des rythmes annuels. On est sur l'épargne à long terme, donc c'est l'histogramme à 2,5 à peu près % d'augmentation. Pour de l'épargne à long terme, ça reste un niveau qui est... les ménages pourraient très bien désépargner. Ce n'est pas le cas. Ils épargnent, et ils épargnent probablement plus vite que n'augmentent leurs revenus au rythme de 2,5% par an en fin d'année. L'investissement des ménages, lui, est en conjoncture favorable, haute depuis 3 ans, 2015, 2016, encore 2017. On est à peu près pour les encours des crédits bancaires aux ménages, pour l'augmentation des encours des crédits bancaires aux ménages, à un rythme de plus 5% environ à la fin 2017. Sur l'investissement des entreprises, ce qu'on remarque de façon alors très nette, c'est une embellie en fin d'année 2017. Commençons par regarder le graphique en bas à gauche, qui est l'encours des crédits à l'investissement des entreprises. On voit que depuis mi-2016, on avait une tendance qui était tout de même pas favorable et qui nourrissait aussi une certaine inquiétude. Dernier trimestre 2017, plus 14 milliards d'encours sur les crédits d'investissement des entreprises. Plus 14 milliards, c'est beaucoup, ça se voit sur ce graphique. Alors c'est dû à plusieurs choses, c'est dû à un certain nombre de grands projets, c'est dû au centre commercial Hypermarché qui a ouvert hier, c'est dû à l'achat d'avions par une compagnie aérienne, c'est dû au néobus, c'est dû aux investissements qu'il y a dans la santé, dans les cliniques et dans les hôpitaux, c'est dû à la promotion immobilière qui a trouvé un nouveau souffle à Nouville avec les nouveaux projets, c'est dû à un certain nombre de projets. Néanmoins, plus 14 milliards. Si on regarde en bas à droite, ça, c'est les soldes d'opinion des chefs d'entreprise sur les prévisions d'investissement. On voit le même bond de la courbe au dernier trimestre 2017 qui passe même au-dessus de sa moyenne de longue période. Donc on aurait tendance à penser que ce regain de l'investissement qui concerne fin 2017, il va se propager au moins sur la première partie de 2018, parce que les encours de crédit, ça se prolonge un petit peu. Quant aux soldes d'opinion sur les prévisions d'investissement, ça prévoit normalement la première partie de l'année 2018. Donc il y a un bond en fin d'année qui est encourageant pour le début d'année 2018. En haut, vous avez l'importation des biens d'équipement qui présente le même profil, mais atténué parce que c'est sur des montants plus importants. On ne peut pas tout à fait comprendre la conjoncture économique calédonienne sans regarder le moteur du crédit. Et le moteur du crédit, il est très actif. Sur ce graphique, vous avez le nombre de nouveaux encours, enfin plutôt la valeur des nouveaux encours dans l'économie chaque année. La valeur des nouveaux encours, c'est en fait ce qu'on appelle c'est l'argent frais mis dans l'économie par le secteur bancaire chaque année. Et il est détaillé en 3 secteurs, donc les entreprises, les ménages et les collectivités. Alors on voit que depuis 2015, c'est à un niveau élevé, environ 50 milliards, environ 5% du PIB. 5% du PIB d'apport d'argent frais sous forme de crédit par les banques. C'est un des facteurs de la conjoncture calédonienne, un des facteurs de soutien de la croissance calédonienne. Après, on peut regarder par secteur. Les entreprises étaient un petit peu le parent pauvre ces dernières années. C'est des différentiels d'encours, hein, donc c'est les nouveaux encours moins les remboursements. C'est pour ça que ça peut être nul ou négatif même.
les entreprises étaient un peu le parent pauvre. Ce n'est pas le cas en 2017 à cause de ce rebond de l'investissement. En 2017, on a 3 tiers. Un tiers pour les ménages, un tiers pour les collectivités, un tiers pour les entreprises. Notamment, ce crédit, il est soutenu par des taux qui, et j'ai mis ce graphique à dessin, qui commence visuellement, on voit qu'il se passe quand même quelque chose par rapport au passé, notamment sur l'habitat et l'immobilier. Je n'ai pas commenté l'habitat tout à l'heure, mais on a le crédit à l'habitat, c'est-à-dire le crédit immobilier pour les entreprises, qui a un profil favorable aussi sur 2017. Des taux sur l'habitat des particuliers qui sont faibles, à 2%, alors qu'ils commencent à remonter en métropole. Et il continue à baisser en Calédonie. Sur l'immobilier, pratiquement, on a l'impression que les courbes vont se rejoindre. C'est pas le cas, moins le cas sur les crédits d'équipement. Si on regarde secteur par secteur, je ne vais pas commenter ces graphiques compliqués, ça c'est les indicateurs de climat des affaires par secteur. Alors à gauche, on a ce que j'appelle la colonne vertébrale, c'est-à-dire la production pour le marché intérieur, les secteurs de demande, relative stabilité en 2017. Ce qu'on peut voir, c'est que 2 secteurs atteignent leur moyenne de longue période, c'est les services et le BTP en fin d'année, donc qui semblent revenus dans ce qu'on pourrait appeler une configuration moyenne du point de vue de la confiance. Le commerce et l'industrie restent tout de même un peu moins favorables du point de vue de la confiance des chefs d'entreprise. Bon, sur ce que les autres secteurs, là, on a des variations un petit peu que je ne vais pas commenter, mais là aussi, on est proche des moyennes de longue période. Donc, on a l'impression quand même d'une sorte de retour à la normale, si on veut. Parmi ces secteurs, quand même un commentaire sur le tourisme. Très bonne performance du tourisme en 2017, 120 000 touristes. La croisière a stagné, mais à un niveau assez élevé, parce qu'en 2016, c'était une bonne année. 120 000, c'est l'objectif. Il a été rempli et on est sur un trend positif. Quelques mots de conclusion. Alors, bon, j'ai laissé le ralentissement du premier semestre, n'était apparemment qu'une pause. Ça, c'était, je dirais, une suite aux communications qu'on a fait au premier semestre. Effectivement, vous avez vu qu'au premier semestre, il y avait une pause qui a rebondi au deuxième semestre. Donc une année 2017 qui apparaît assez différente dans sa composition temporelle, avec un premier semestre qui est quand même plutôt morose, et un rebond en fin d'année qui est assez, en tout cas sur l'investissement, assez significatif et qui, évidemment, est accompagné par les meilleures perspectives du marché du nickel sur cette fin d'année. On a l'impression qu'il y a eu une sorte de relais pendant la crise du nickel avec un secteur public qui a joué un rôle d'amortisseur. Donc ça, c'est la jambe dépenses publiques. Et puis, sur la dernière partie de l'année, les finances publiques commençaient à se tendre. Je n'ai pas parlé de la situation des comptes sociaux aussi, qui évidemment fait partie de la fragilité des finances publiques. Et c'est le marché du nickel et la confiance qui va avec le marché du nickel qui semble avoir pris le relais. Alors, si je peux prendre une image devant vous, j'imagine que parmi les chefs d'entreprise, il y a un certain nombre de golfeurs. On peut dire que l'économie calédonienne a fait un swing en année 2017, passant d'un appui jambe droite à un appui jambe gauche, dans une cadence relativement bien organisée, avec tout de même un certain impact au niveau de déstabilisation au niveau de la colonne vertébrale. Le rebond en fin d'année des investissements des entreprises apparaît comme une bonne nouvelle, presque inattendue, en tout cas inattendue dans son ampleur, inattendue dans les perspectives d'investissement qui s'améliorent. Bon, n'en tirons pas des conséquences exagérées non plus. En tout cas, on aura l'œil en ce premier semestre 2018 fixé sur cette question-là pour savoir s'il s'agit d'un point haut qui est dû à une succession d'une coïncidence, si on veut, ou s'il annonce une véritable tendance. Le rythme du crédit est très important pour l'économie calédonienne et l'apport du crédit est très important pour l'économie calédonienne. Cela dit, le crédit, c'est comme beaucoup de choses. Trop peu, c'est pas bien, mais trop, c'est pas bien non plus. Donc, il faut bien regarder le rythme du crédit, qu'il soit un soutien à la croissance et qu'il ne devienne pas un facteur d'endettement. Le principal moteur de l'économie reste la consommation des ménages, qui est tirée en particulier par l'emploi, qui reste toujours ralenti. Et on a en 2018 aussi sans doute des effets de la tension des financements publics qui pourraient se manifester. Donc restons prudents et raisonnables pour les perspectives fin 2017 et 2018. On est toujours dans une conjoncture globale qui est celle d'une économie à un régime
plus ralenti que ce que l'économie calédonienne a connu dans le passé. Je vous remercie. Voilà, merci Jean-David Naudet, directeur de l'IOM. On va passer à la troisième intervention dans cette première partie, toujours pour apprécier l'état de santé de l'économie calédonienne, avec une intervention à deux voix en quelque sorte, puisque c'est l'AFD qui va présenter une enquête sur le financement des TPE et des PME. Et je passe donc la parole en premier à Philippe Lebouc, qui est le directeur adjoint de l'AFD. Et puis c'est ensuite Carole Vidal qui viendra, qui est chargée de mission pour le secteur privé à l'AFD. Bonjour à tous. On va vous présenter donc les résultats, une synthèse des résultats d'une étude sur le financement des TPE-PME en Nouvelle-Calédonie, qui a été réalisée par deux cabinets de consultants, les cabinets DLF et Néo-Calédonienne de Conseil. Alors, je souhaitais faire une petite précision liminaire sous la forme de cet avertissement. Pourquoi ? Nous n'avons pas réussi à mobiliser les consultants pour faire la présentation de cette étude, ce qui aurait été normalement on va dire la solution la plus logique. Donc, on a décidé donc pour le compte à la fois de l'ensemble des financeurs de cette étude, donc que l'on voit ici, donc AFD, CCI, ICAP et MEDEF, et puisque nous étions commanditaires de l'étude en tant que telle, nous avons décidé donc d'en faire une présentation, et c'est pour ça qu'on tenait à préciser qu'un certain nombre éventuellement d'opinions des consultants sont mentionnées, mais ne sont peut-être pas ou nécessairement pas, ne sont pas partagées éventuellement par les financeurs ou le commanditaire. Donc voilà, pour dire que globalement, on en fait juste une présentation factuelle. Bien évidemment, on peut échanger autour de ces conclusions ou des constats qui ont été réalisés, mais on pourrait éventuellement avoir une position divergente sur certaines des recommandations qui ont pu être exprimées dans le rapport. Pas nécessairement, mais en tous les cas, ça ne veut pas dire qu'on les partage ou que c'est une position de l'AFD, parce que c'est l'AFD qui présente. Alors, on va vous présenter donc l'objectif de l'étude. Je vais peut-être parler devant le micro, ça sera plus simple. Alors voilà, l'objectif de cette étude. Alors, juste repréciser que l'AFD, dans le cadre, on va dire, de ses missions d'appui au financement de l'économie et ses missions d'appui à la mise en œuvre de politiques publiques, avait en 2010 déjà financé le même type d'études. Et en 2010, l'étude avait été plutôt dans ses conclusions assez favorables, puisque on a, en synthèse, elle démontrait un contexte économique favorable, un large dispositif d'accompagnement des entreprises et également un système bancaire qui répondait aux besoins des entreprises en matière de financement. Il n'en demeure pas moins que depuis 2010, il y a eu une certaine évolution du contexte économique qui, avec un certain ralentissement, un essoufflement d'un certain nombre de moteurs de croissance de l'économie calédonienne, il nous est donc apparu utile de consulter à nouveau, enfin de mettre à jour cette étude pour savoir ce qu'il en était aujourd'hui du dispositif de financement, à la fois donc pour en établir une cartographie et un diagnostic, identifier les éventuels de redondance ou, on va dire, les besoins non couverts, et également faire un certain nombre de recommandations en vue d'améliorer la palette des instruments financiers disponibles. Alors, la cartographie des dispositifs. Alors, déjà, trois grandes catégories de besoins de financement. Bon, assez classiquement, fonds de roulement, investissement et apport en fonds propres. Et 5 grandes catégories de dispositifs identifiés pour répondre à ces besoins. Donc, des besoins en subvention qui sont couverts par les provinces et par l'État, notamment essentiellement dans le cadre de la défiscalisation. Des renforcements de fonds propres par des dispositifs de capital investissement, notamment de capital risque, qui sont mentionnés ici, ICAP et les sociétés d'économie mixte provinciales, les prêts d'honneur de l'ADI, d'Initiative Nouvelle-Calédonie, et du FAB. En ce qui concerne les crédits, bon, essentiellement les banques locales, donc pas de surprise, le microcrédit avec l'ADIE, et puis un certain nombre, et puis les dispositifs BPI, qui sont aujourd'hui au nombre de 4 dispositifs, donc dispositifs limités, on va dire, par rapport à la palette d'instruments de la BPI, en tous les cas ceux qui sont disponibles dans les régions métropolitaines.
et dans les DOM. Bonification d'intérêt, effectivement, avec le mécanisme de réescompte, et garantie par la SOGEFOM et les fonds de garantie provinciaux. Bon, en matière de crédit, l'AFD n'est pas mentionnée parce qu'elle n'est pas, comment dire, elle n'intervient au profit des TPE-PME que par l'intermédiaire de la SOGEFOM. Et les crédits de l'AFD sont pour des montants d'investissement un peu plus importants qui ne concernent pas la typologie d'entreprises qui sont présentées ici et qui étaient concernées par l'étude. Alors, une autre façon de présenter cette cartographie, donc par besoin à couvrir, donc effectivement en matière de fonds propres, des subventions provinciales, les prêts d'honneur, les apports en compte courant des sociétés de capital risque, des sociétés d'économie mixte provinciale et la défiscalisation. Le cycle d'exploitation est financé par les fonds propres et les crédits de trésorerie des banques, pour faire court. Enfin, c'est peut-être là, il y a un point de... et par les investissements avec effectivement les fonds propres, les crédits bancaires, les microcrédits de l'ADIE et les prêts BPI. Donc, avec disposition d'un certain nombre de fonds de garantie qui sont là pour effectivement faciliter l'octroi des crédits, des crédits bancaires. Alors, peut-être quand même, par rapport à ces dispositifs, il y a peu d'évolution en fait entre 2010 et 2017, puisque la seule différence que l'on constate, c'est la disparition de l'OPI, qui était une société de capital risque, et l'apparition de la BPI avec ces 4 types de crédits. C'est à peu près en termes de des modifications essentielles des dispositifs entre 2010 et 2017. Peut-être également une autre petite précision, qui est un chiffre qui date un petit peu, mais il est parfois compliqué. On avait espéré qu'on puisse obtenir des chiffres un peu plus récents. Mais pour donner une idée, au niveau de l'année 2015, donc c'est les 9 milliards de francs qui ont été injectés dans le financement des TPE-PME. Et la ventilation de ces 9 milliards, c'est un peu plus de la moitié par les crédits bancaires, un tiers via les dispositifs de défiscalisation et 10% par le biais de subventions provinciales. Donc on voit que essentiellement le financement des TPE, c'est les crédits bancaires et la défiscalisation aujourd'hui. Alors, l'étude ne concerne pas, a été faite en mettant à part le secteur agricole, puisque les subventions provinciales sont plus importantes sur le secteur agricole qu'elles ne le sont, mais là, hors secteur agricole, elles ne représentent que 10% des aides apportées au financement des entreprises. Alors, le diagnostic de l'étude, globalement, un constat globalement positif, avec donc des dispositifs qui se complètent et offrent des schémas de financement donc plutôt favorables, majoritairement tournés vers le financement de l'investissement, mais ce n'est pas nécessairement une surprise, c'est un peu le cas dans toutes les géographies. Le financement du cycle d'exploitation étant toujours un petit peu plus compliqué. Des octrois de crédit par les banques qui restent globalement soutenus. Il n'y a pas de modification en termes d'appétence en tous les cas, mais effectivement une baisse constatée de la demande et de la demande d'une part et une baisse un peu moins importante en ce qui concerne le financement des TPE-PME par rapport à l'ensemble du financement accordé par les systèmes bancaires. Un impact donc significatif de la défiscalisation, mais qui effectivement ne profite qu'au secteur productif. Donc il y a les secteurs notamment des services qui ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Et puis, quand même, de nombreux dispositifs d'accompagnement opérationnels mis en place par les chambres consulaires et les organisations professionnelles et les services provinciaux. Alors quand même, il y a un constat qui est quand même globalement favorable, mais on a également quand même des points d'attention. Alors normalement, ça devait arriver par carré, donc là, effectivement, ça fait un peu lourd. Donc je vais essayer de... Alors, un manque de visibilité sur les dispositifs, c'est un peu le sentiment qu'a le chef d'entreprise, a priori. C'est qu'effectivement, il y a des dispositifs un petit peu qui sont nombreux et avec, on va dire, globalement, autant pour un certain nombre de fonds, ils sont gérés par l'ICAP, il y a une visibilité qui peut paraître... mais en fait, chaque dispositif est géré par des structures. Il y a des synergies qui se développent, mais il y a toujours une lisibilité un peu plus compliquée pour les chefs d'entreprise, avec néanmoins, ce qui est à signaler, des
comment dire, on va dire des démarches d'information quand même de la part de la CCI et d'un certain nombre d'organisations qui recensent les différents dispositifs d'aide disponibles et qui donc appuient quand même les entreprises pour leur faciliter la connaissance des dispositifs disponibles. Des produits qui sont peu utilisés, alors on vit effectivement les fonds de garantie, et les prêts BPI et le réescompte. Alors les fonds de garantie, effectivement, la position aujourd'hui après, les observations du consultant reposent sur on va dire, les informations qui lui sont remontées de la part des banquiers ou de la part d'un certain nombre d'utilisateurs. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, en tous les cas, nous, on le ressent au niveau de la SOGEFOM, il y a une utilisation en diminution des crédits, des garanties. Les principales explications étant, alors il y en a plein, il y en a un certain nombre. D'abord, il y a moins d'investissements, donc moins de crédits bancaires, donc il y a moins de garanties accordées par la force des choses. Deuxièmement, c'est un sujet un peu récurrent, c'est le turnover des chargés de clientèle de banque. Et donc, il faut de manière récurrente reformer les chargés de clientèle pour leur expliquer qu'il existe des dispositifs de garantie à leur disposition. Et c'est un peu, des fois, ils ne nous appellent pas parce qu'ils ne connaissent pas le dispositif. Et puis, des coûts de garantie qui, parfois, jouent dans la balance et les banques préfèrent des fois y aller sans. Ça ne veut pas dire, du coup, effectivement, il faut savoir qu'une banque qui prend une garantie, la plupart sur les dossiers à risque, la garantie est limitée à 50%, elle conserve 50% du risque. Donc, de toute façon, la garantie n'est pas une condition de son intervention. C'est parce qu'elle a quand même 50% du risque résiduel. Donc, elle peut, dans certains cas, faire des arbitrages pour une concession de coût ou de concurrence et effectivement ne pas recourir à la garantie. Alors, des incitations fiscales, renforcement de fonds propres peu adaptés pour les TPE-PME. Bon, sur ce point-là, effectivement, ça fait référence à la déductibilité des intérêts de compte courant d'associés, dont effectivement on peut estimer que c'est contre-productif si on veut renforcer les fonds propres des entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est la seule raison. En tous les cas, c'est un constat qu'on fait ici comme ailleurs, c'est-à-dire que globalement, les fonds propres durs sont limités et on préconise souvent, y compris d'ailleurs un certain nombre de professions d'accompagnement, la mise en compte courant au détriment des fonds propres durs, ce qui n'est pas pour améliorer la résilience des entreprises d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, d'une manière générale, c'est un mauvais calcul que de considérer, de faire de l'optimisation fiscale sur la base d'intérêts de compte courant à défiscaliser, d'autant qu'au début, encore faut-il faire des bénéfices pour être fiscalisé. Donc voilà. Alors après, il y a eu des propositions là-dessus. Ce sera à Carole de les expliquer. Mais c'est un peu le sujet des comptes courants et des incitations fiscales sur la déductibilité. Alors, pérennité et fragilité de certaines structures et dispositifs d'accompagnement. Alors là, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a de la part des différentes régions des rationalisations au niveau de leurs dépenses. Ça se traduit par éventuellement, dans un certain nombre de cas, par une diminution des subventions d'exploitation qui sont accordées à certains organismes en charge de mettre en œuvre des dispositifs d'appui au financement des entreprises. Et donc, effectivement, c'est un élément de fragilisation qui est constaté, la difficulté à financer leur fonctionnement. Sachant qu'en parallèle, on leur demande de plus en plus d'être dans l'accompagnement financier, mais également l'accompagnement non financier des entreprises au moment de la création de leur structure. Des besoins peu ou non couverts. Alors effectivement, c'est pas une grande surprise. Je veux dire, c'est un constat qui a été tiré en 2010, qui est encore tiré aujourd'hui. La trésorerie, le financement de la trésorerie, toujours un problème beaucoup plus compliqué à obtenir et à faire couvrir par les banques. Les entreprises en difficulté également, et le financement de la transmission des TPE sont effectivement des points de faiblesse du dispositif actuel, ainsi que le financement pour des besoins entre 1,2 et 3 millions de francs, ainsi que le financement du secteur du commerce et des services, qui ne bénéficie pas, je le rappelle, des aides à la défiscalisation. J'en étais où? Alors, carence dans l'accès à la formation pour l'étude de marché, ça c'est un autre constat qui a été fait, et effectivement, notamment pour la reprise d'entreprise, le problème c'est la capacité pour le chef d'entreprise d'avoir des études de marché
qui lui permettent d'étayer effectivement son business plan. Il y a du mal à avoir accès à cela. Donc, et il y a également d'ailleurs des difficultés également en matière de transmission d'entreprise, c'est-à-dire la capacité à évaluer correctement la société à racheter ainsi que l'évaluation du repreneur. Tous ces éléments-là, en fait, sont perfectibles et amènent aujourd'hui à des difficultés dans l'analyse des dossiers de transmission et donc du coup sur leur financement. Et enfin, le dernier sujet, qui est celui de la liquidité des établissements bancaires de la place et du problème de refinancement qu'ils ont actuellement. Donc certains établissements, effectivement, aujourd'hui ont potentiellement un risque de liquidité qui peut se traduire, ou qui pourrait se traduire, par une réduction du montant des crédits accordés aux TPE-PME. Voilà, je vais laisser la suite à ma collègue. Bonsoir à tous. Donc maintenant sur la partie recommandations sur la base du diagnostic qui a été effectué. Donc l'étude, elle a bien en avant 6 principales recommandations que je vais vous lister là et détailler un petit peu plus ensuite. Donc la première recommandation, c'est que finalement, comme on l'a vu dans le diagnostic, l'ensemble des dispositifs est à maintenir dans son ensemble. Il y a bien sûr certains mécanismes qui sont à renforcer ou à mettre en place, des méthodes de communication à étoffer, des mécanismes d'accompagnement de l'entrepreneur à renforcer et des ressources des banques locales à améliorer et les outils d'analyse de la demande de financement à consolider comme on l'a vu à l'instant. Sur l'ensemble de dispositifs à maintenir dans son ensemble, l'étude indique que donc il n'y a pas de dispositif superflu ni redondant. En gros, les besoins des entreprises sont couverts et les dispositifs se complètent. Néanmoins, comme on le sait tous, on est dans un contexte de durcissement budgétaire. Donc certains moyens pourraient être rationalisés et notamment l'étude mettait en avant la mutualisation des moyens entre l'ICAP et Initiative Nouvelle-Calédonie qui ont des champs et des modalités d'intervention qui peuvent se recouper. Donc c'est à étudier selon les recommandations de l'étude. L'étude met aussi donc, en avant le fait qu'il faut renforcer ou mettre en place certains dispositifs. Les premiers qu'ils évoquent, donc, ce sont les prêts participatifs. Ce sont des prêts en fait, qui sont entre la constitution de fonds propres et la dette bancaire long terme, donc, qui permet de renforcer le haut de bilan de l'entreprise, qui sont accordés par des organismes publics et qui donc permettent de se substituer à la subvention tout simplement, et donc de conserver la subvention pour des projets un peu moins rentables, mais qui sont d'intérêt économique général. Donc ça, c'est une des premières recommandations de l'étude. Ensuite, un point qu'ils mettent aussi en avant, donc comme on l'a vu dans le diagnostic, des outils de facilitation à la transmission d'entreprise, notamment avec l'analyse de la valeur de l'entreprise rachetée et l'analyse de la qualité des repreneurs. On sait que la transmission des petites entreprises, c'est un enjeu crucial dans le tissu économique calédonien. Et le fait de mettre en place un dispositif qui permettrait d'accompagner à la constitution de dossiers, notamment auprès des banques, parce que la principale difficulté, c'est pour le banquier d'évaluer la valeur de l'entreprise rachetée et la qualité des repreneurs. Donc le fait de mettre un dispositif, un outil en plus permettant d'aider à l'évaluation de l'entreprise rachetée, ça pourrait donc aider à la transmission des petites entreprises. Création d'une structure d'accompagnement des entreprises en difficulté. Beaucoup des acteurs rencontrés au cours de l'étude ont mis en avant le déficit de structure d'accompagnement pour les entreprises qui rencontrent des difficultés. Donc les entrepreneurs se retrouvent souvent démunis face à ces difficultés. Alors même si les chambres consulaires travaillent sur le sujet, donc la Chambre des métiers a notamment mis en place une cellule d'aide, la CCI travaille aussi sur le sujet, mais on se rend compte que finalement les chefs d'entreprise font peu appel à ces dispositifs d'aide. Donc une des recommandations finalement, ce serait d'intervenir encore plus en amont, donc via de la formation, via des informations sur les difficultés, sur la possibilité de mettre en place des procédures d'alerte. Donc intervenir le plus possible en amont pour éviter que l'entrepreneur se fasse face à des difficultés qui soient trop tard.
souvent il est trop tard. Une autre recommandation sur les mécanismes à renforcer ou à mettre en place, donc, comme le disait Philippe Lebouc, il préconise donc la mise en place de mesures fiscales pour encourager la constitution de fonds propres durs. Donc, ces mécanismes incitatifs, ils ont souvent un coût, malheureusement. Donc, ils pourraient être seulement orientés vers la très petite entreprise. Donc, ce n'est pas une solution qui est forcément très utile pour l'ensemble des entreprises. Comme on l'a vu, effectivement, il y a un gap entre les financements accordés par la DIE et les financements bancaires qui peuvent parfois considérer que des projets inférieurs à 3 millions, c'est trop petit pour être monté. Donc, certaines entreprises ont des difficultés à financer des projets compris entre 1,2 et 3 millions d'euros. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est pour aider ces entreprises donc, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement complémentaires pour les TPE qui dépassent légèrement le seuil des 1,2 millions d'euros. Donc, soit, alors, les pistes de réflexion, c'est élargir les périmètres d'intervention de l'ICAP, de l'initiative Nouvelle-Calédonie, ou alors voir directement avec l'ADI pour qu'ils rehaussent leur seuil d'intervention. Et enfin, comme on l'a vu, la BPI France, elle est déployée en Nouvelle-Calédonie via 4 produits, sachant qu'il y en a 90 existants. Donc, renforcer le déploiement de l'offre de BPI France, c'est forcément souhaitable. On sait que dans les DOM-TOM, la quasi-majorité des offres BPI sont disponibles. Donc, on sait qu'il y a des contraintes techniques pour que ce soit le cas en Nouvelle-Calédonie, mais ça reste, en tout cas, une recommandation est fortement souhaitable, notamment sur les aspects trésorerie qui sont peu ou mal couverts pour les chefs d'entreprise, et notamment le préfinancement de la commande publique, qui sur le territoire, je pense, pourrait être intéressant à mettre en place. Donc ça, c'était la deuxième recommandation. Ensuite, sur les méthodes de communication à étoffer, on l'a vu tout à l'heure, les chefs d'entreprise, il y a beaucoup de dispositifs existants, il y a beaucoup de points d'entrée, donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc l'étude recommande de façon assez pragmatique la création de la livret de synthèse des aides, des dispositifs de financement, notamment les aides provinciales qui sont très nombreuses et qui sont différentes selon les provinces, et effectivement la création d'un site internet dédié qui permettrait de centraliser cette information. Alors je sais que c'est quelque chose que la CCI est en train d'essayer de mettre en place et qui effectivement pourrait se révéler très utile pour le chef d'entreprise. Beaucoup de personnes rencontrées au cours de l'étude ont mis en avant le fait que la mise en place d'un guichet unique pourrait se révéler très intéressante, et dans le sens où le chef d'entreprise n'a pas forcément le temps de s'occuper de toutes les démarches et de courir à droite et à gauche. Donc un guichet unique, ça peut être une façon pour lui de lui faciliter la vie. Donc c'est notamment un dispositif qui est souhaité par les chambres consulaires, qui suppose bien sûr certaines difficultés dans la mise en œuvre, notamment qui pourrait prendre en charge et qui assurerait le financement de ce guichet. Mais c'est en tout cas une des recommandations. Et enfin, toujours sur l'aspect communication, mise à disposition d'informations, comme on l'a dit, c'est pas forcément évident pour un chef d'entreprise d'avoir accès à des études de marché ou des chiffres, ou même pour le chargé d'affaires en banque, pour lui permettre de constituer son dossier. Donc, créer une espèce de base de données publique, gratuite, de l'information statistique pourrait être une recommandation pour lever cette problématique. Cinquième recommandation de l'étude, renforcer les mécanismes d'accompagnement des entrepreneurs. Ce qui a beaucoup été mis en avant dans l'étude, c'est le fait que les chefs d'entreprise étaient quand même très très bien accompagnés, que ce soit par leur chambre consulaire, les organismes de capital risque ou les organisations patronales. Donc ça, c'est vraiment un point qui a été mis en avant. Et c'est notamment dans les phases de création et d'investissement que les entreprises se sentent et sont le mieux accompagnées, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'elles font appel notamment à leur chambre consulaire. Après, au quotidien, elles viennent un petit peu moins les voir. Et donc l'étude recommande la mise en place de dispositifs d'accompagnement complémentaires sur les phases de gestion opérationnelle, donc plus quotidienne, le suivi de la structure. Et ça pourrait passer notamment par le fait de rendre obligatoire des parcours de formation et d'information du chef d'entreprise préalablement à la création.
donc des stages de préparation qui seraient obligatoires. Revient la question du financement, bien sûr, mais en tout cas, c'est un dispositif qui fonctionne très bien en métropole et qui aide beaucoup les entreprises, donc ça pourrait être intéressant de le mettre en place. Et enfin, dernière recommandation, on a vu qu'aujourd'hui, les banques font état de difficultés de refinancement et de difficultés dans leurs ressources. Donc, c'est effectivement pas le moment pour l'économie calédonienne. Donc, il y a deux recommandations principales qui sont émises par l'étude. Donc, la première, c'est d'encourager, de voir la possible mise en place par l'IEM de mécanismes de refinancement au-delà de celui du réescompte qui est déjà existant, mais qui ne pourrait pas forcément concerner des ressources long terme. Mais par contre, la deuxième recommandation, donc, ce serait pour améliorer les ressources des banques que l'AFD remette en place les lignes de refinancement long terme qu'elle avait déjà mises en place dans l'économie, mais qui s'étaient arrêtées en 2012. Et donc que ces lignes de refinancement puissent être de nouveau mises en place pour que les banques puissent continuer d'octroyer du crédit et accompagner l'économie. Donc voilà pour les recommandations de l'étude suite au diagnostic qui a été effectué. Voilà, merci beaucoup aux quatre intervenants qui ont présenté cette première partie. On va rentrer dans la deuxième partie de cette soirée. C'est un peu vous qui allez la faire, puisque vous allez pouvoir échanger, poser vos questions aux acteurs qui sont là et qui vont nous rejoindre aussi, puisque après les experts, on va avoir des acteurs de l'économie qui seront avec nous. Donc j'appelle Frédéric Pentecoste, qui est donc élu à la CCI au titre de la branche commerce, Daniel Oshida, qui est le président du MEDEF, et Carole Vassiliev, président honoraire de la FIN, qui est élu à la CCI pour la branche industrie. Voilà, ils vont nous rejoindre sur le pupitre. Il y a, vous le voyez, de chaque côté dans les allées, deux personnes avec des micros. Donc, si vous voulez prendre la parole, poser une question, apporter un commentaire pas trop long si possible pour que ce soit un peu vivant, vous faites un signe de la main pour qu'on vous aperçoive bien et je vous passerai la parole. Donc, n'hésitez pas, manifestez-vous, faites un signe de la main, on vous portera un micro et vous pourrez intervenir et poser vos questions aux personnes qui nous ont rejoints à la tribune. Alors peut-être pour lancer le débat, mais c'est vous qui allez faire le débat maintenant, peut-être une question d'abord aux trois intervenants qui nous ont rejoints. Est-ce que dans ce que vous avez entendu dans les présentations initiales, que ce soit l'ISE, l'IEM ou l'AFD, il y a des éléments, des chiffres ou des facteurs qui vous ont un peu interrogé ou qui vous sont un peu surpris? Frédéric Pentecoste, peut-être pour commencer. Ce qui est toujours surprenant, c'est effectivement quand on est dans une petite économie comme la Nouvelle-Calédonie, on constate effectivement un certain nombre de difficultés des entreprises. Et c'est vrai, quand on voit le niveau d'investissement notamment et le niveau de recours des entreprises au crédit d'investissement, ça m'a surprise. Et effectivement, on peut penser que les grands chantiers, comme vous le disiez, Monsieur Naudet, ont quelque part peut-être masquent la difficulté qu'ont les petites entreprises à recourir au crédit. Daniel Oshida. Oui, évidemment, il y a un indicateur qui m'a beaucoup surpris, mais le directeur de l'ISE ou de l'IEM, je ne sais plus qui il est. Si c'est le directeur, c'est l'IEM. Je plaisantais. Monsieur Naudet a en partie répondu. C'est la petite remontée des investissements des entreprises. Enfin, nous, TPE, petites entreprises, on ne le sent pas trop. Je pense que ceux qui sont dans la salle peuvent le confirmer. Mais M. Naudet a répondu en partie. C'est sans doute les avions, l'hypermarché, quoi d'autre encore, la polyclinique, etc., qui ont fait qu'effectivement, on a une impression que les entreprises sont reparties à l'investissement. En tout cas, de ce qui nous remonte de nos adhérents au MEDEF, la tendance n'est pas joyeuse au niveau des investissements. Un deuxième indicateur, si vous permettez, là qui ne m'a pas surpris mais qui nous énerve un peu, c'est le fameux emploi public qui vient remplacer la perte dans les emplois privés. Évidemment, nous, dans le privé, on est un peu énervé quand on entend ce genre de discours. Alors, d'un point de vue macroéconomique, c'est vrai que oui, on peut se satisfaire, mais c'est une double peine pour nous, parce que n'oublions pas, on perd des emplois privés, ça c'est un fait avéré. Moi, je suis dans le BTP. J'en sais quelque chose. Et deuxièmement, n'oubliez pas que la dépense publique est financée par qui, d'après vous? Est financée par nous, créateurs de richesses, entreprises. Donc c'est un peu la double peine. Voilà. Carole Vassiliev, pour finir ce premier tour de table.
Alors, moi, je constate, bon, je partage en partie ce que dit mon collègue du MEDEF, mais pour les industriels, on peut quand même tirer un chapeau à tous les industriels de Nouvelle-Calédonie, et même les investisseurs qui soient dans l'industrie, dans le commerce ou dans l'importation. Pourquoi? Parce que en Calédonie, on peut noter quand même, au-delà des chiffres, un dynamisme certain que tous les pays de la zone nous envient. Et chaque fois que je prends l'avion et je vais dans les pays de la zone, en retour, on nous met en avant ce dynamisme. Et je trouve que en Calédonie, il faut maintenir ce dynamisme et éviter cette sinistrose comme on a en métropole. Et grâce aux chefs d'entreprise, aux investisseurs et aux industriels, pour 250 000 habitants, on peut se tirer le chapeau. Et ça, c'est un fait qui est au-delà des chiffres. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des personnes qui voudraient prendre la parole dans la salle? Oui, s'il vous plaît. Voilà, on va vous donner un micro. Peut-être juste vous mettre debout et vous présenter. Et puis... je suis Monsieur Darmizin, vice-président du syndicat du BTP. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur le slide 6.6 que vous avez montré tout à l'heure, sur la difficulté de refinancement des banques. Alors, il y a un véritable problème, et on est en train, là c'est vraiment maintenant crucial, on découvre qu'il y a une banque particulièrement de la place qui n'arrive plus à se refinancer. Alors, dans le BTP, on dépend directement de l'immobilier, et l'immobilier dépend directement des financements bancaires. Cette solution, allez-vous pouvoir trouver une solution à ce problème de refinancement? Mais apparemment, c'est à court terme. Il y a vraiment danger pour l'économie. Sur la question de la liquidité, en fait, dont disposent les banques. Oui, le refinancement. Oui. Enfin, je ne veux pas dire quelle est la banque. Même il y a deux banques qui ont des difficultés. Il y a une banque qui a beaucoup de ressources, mais... Qui veut répondre à ça ou apporter des éléments? Daniel Ocheda, peut-être oui, aussi. Je veux peut-être un peu compléter. C'est vraiment, on a tiré la sonnette d'alarme sur ce point du refinancement des banques, de la recherche de ressources. Juste compléter pour dire qu'il y a des solutions ont été envisagées, et je profite notamment, dont une, notamment, c'est un financement par l'AFD, ça a été mentionné d'ailleurs. Donc je profite qu'il y ait les représentants de l'AFD pour leur demander, mais qu'est-ce qu'ils attendent donc pour ramener ces liquidités qui manquent à nos banques locales. Même l'IOM. Oui, il y a d'autres solutions, pardon. Effectivement, pour l'IOM, si on peut élargir le escompte, effectivement. Des solutions sont évoquées, mais peut-être ça peut gentil là-dessus, mais je voudrais interpeller l'AFD justement. On va poser la question à Philippe Lebouc et peut-être aussi à Jean-David Naudet. Oui, alors bon, c'est vrai que la difficulté le problème de liquide, enfin de toute façon, le problème qu'ont les banques calédoniennes n'est pas nouveau, avec effectivement des dépôts qui ne sont pas suffisants globalement pour couvrir leur production de crédit. Donc effectivement, ça suppose que d'une manière générale, elles se refinancent, et essentiellement auprès de leur société mère. Bon, sur la place, il y a deux banques qui globalement n'ont pas de sujet puisque leurs sociétés mères n'ont pas de difficulté à les refinancer. Et puis il y en a deux autres qui aujourd'hui sont confrontés à un problème, on va dire, un problème qui est plutôt conjoncturel pour l'une, et puis et l'autre un peu structurel. Effectivement, c'est que son actionnaire, pour des raisons de ratio prudentiel et autres, est en limite de capacité de refinancement parce que tout simplement il n'est pas actionnaire majoritaire et qu'à ce titre-là, il est limité. Donc c'est pas nécessairement un sujet qui concerne l'ensemble des banques de la place, même si structurellement il y a bien un problème de dépôt, contrairement à la Polynésie où fondamentalement il y a trop de dépôts et pas assez d'emplois. Ici, on a une politique de crédit soutenue de la part des établissements de crédit qui fait qui ne peut pas être couvert par les dépôts et par les fonds propres des banques, des banques en question. Donc effectivement aujourd'hui, le sujet, l'AFD a fait cette proposition. Mais l'AFD a pour tutelle notamment la Direction Générale du Trésor. Et aujourd'hui, on attend la position de la Direction Générale du Trésor pour savoir si effectivement l'AFD va être autorisée à refinancer. Alors, soit en mettant une ligne de place, l'idée est de mettre un produit de type refinancement pour les crédits TPE-PME en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est là qu'il y a un gap.
Donc, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. En tous les cas, on fait ce qu'il faut pour essayer de convaincre les tutelles et l'État de mettre en place cette ligne, soit une ligne de place, soit une ligne dédiée à certains établissements néo-calédoniens. Voilà, donc on attend un retour assez... on espère avoir un retour d'ici quelques semaines. Jean-David Naudet, vous voulez... Oui, monsieur Darmizin. Les crédits TPE, micro... PME, mais vous avez aussi les crédits... Attendez, on ne vous entend pas, juste 2 secondes, le temps que votre micro soit branché. Oui. Voilà, ça marche. Alors, il y a les crédits des TPE-PME, mais vous avez aussi les crédits type PTZ qui sont en train de souffrir. Tout ce qui est fragile, en fait. Et là, il y a tout un pan de l'économie qui commence à ramer. Et il faut que la solution qui permette de refinancer une banque particulièrement soit prise rapidement. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Nous, autrement, on va connaître une crise à cause du financement. Et ce serait trop bête alors qu'il y a une demande en face. Oui, on en est conscient, mais on fait... Comment on va passer la parole à Carole Vassiliev. Allez-y, monsieur Lebouc. C'est ce que je disais en préambule. Pour l'instant, on a du dynamisme, on a évité une sinistrose du fait des différentes échéances politiques qui portent problème aussi de vision sur l'avenir en Nouvelle-Calédonie pour les chefs d'entreprise, notamment les industriels. Donc, s'il n'y a pas de financement à terme, s'il n'y a pas de nerfs de la guerre, les industriels vont stopper leur investissement. Certains commencent à avoir des difficultés. Et là, on va tomber dans une sinistrose et ça peut être très, très grave. Et je rejoins tout à fait ce que dit mon collègue du bâtiment, parce que les industries sont en attente de ces financements et on regarde de très, très près la position des banques et l'inquiétude. Daniel l'a rappelé, elle est vraiment latente et même presque colérique. Philippe Lebouc, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais simplement dire qu'on a parfaitement conscience du problème et on l'a remonté, donc bien évidemment, l'AFD à Paris, on l'a remonté à Paris, qu'il l'a remonté bien évidemment auprès des services de l'État. Et donc à partir de là, l'AFD est tout à fait favorable à les mettre. On a simplement besoin d'avoir cet accord. Voilà, il n'y a pas de nouvelles défavorables, mais on attend la décision officielle pour obtenir, pour pouvoir la mettre en place, avec l'idée de mettre en place une ligne de ce type, on va dire, aux environs du mois de juillet, vers le mois de juillet. Ceci étant, je rajouterais que les banques quand même jouent le jeu. On a la double défiscalisation dans l'industrie et les banques, dès qu'elles ont du financement, participent à l'évolution de l'économie du territoire, notamment chez les industriels. Jean-David Naudet, puis après Daniel Ochidan. Histoire de peut-être mettre les pieds dans le plat, parce qu'on est dans un débat. 3 points là-dessus. Premier point, on est d'accord sur le diagnostic. Et effectivement, ce qu'on appelle le déficit de liquidité, c'est-à-dire l'écart entre l'encours des crédits et l'encours des dépôts, est à un montant important. Alors ça a plusieurs causes, on ne va pas en faire le tour, mais une des causes, c'est que le crédit a été très rapide. Hein. Sur les 10 dernières années, c'est 6% de croissance moyenne annuelle d'encours des crédits pour 2% de croissance moyenne de l'économie. Donc on a 4% de plus de rythme d'évolution des crédits que le rythme de l'économie. Deuxième point, alors c'est monté effectivement, cette question a été montée à Paris, si je puis dire, et les institutions, l'AFD, la nôtre, travaillent à ce sujet. Et du reste, nous, on avait déjà engagé le processus de moderniser notre politique monétaire et notamment d'aller vers un plus large financement du système local bancaire à horizon, pour l'instant, fin 2019. Peut-être est-ce trop tard, enfin, on verra. Troisièmement, c'est là que je mets les pieds dans le plat, la conjoncture pour l'acquisition de logements est très favorable depuis 2015. Un jour, ça va ralentir, espérons que ce soit le plus tard possible. Je comprends bien que ça ne doit pas être pour les acteurs de l'économie en 2018. Si ce n'est pas en 2018, ce sera en 2019. Ou on ne peut pas être à des rythmes de 5-6% d'augmentation des encours de crédit sur très longue période si l'économie n'a pas davantage de croissance. Donc,
encore aujourd'hui, début 2018, le rythme est toujours élevé. On est toujours sur une forte dynamique. Tant mieux. Hein, mais les cycles ne peuvent pas rester hauts en permanence. Le cycle du crédit logement, il est haut depuis 3 ans. Très bien. Un jour, il va se décélérer. Daniel Ocheda. Non, je voulais faire simplement une traduction locale de la réponse de l'AFD. Si j'ai bien compris, il va falloir faire une demande formelle à notre président de la République quand il viendra la semaine prochaine. C'est bien ça. Donc on va le faire. On demandera formellement le concours de l'AFD, l'autorisation du Trésor. Voilà. Donc, oui, je voulais aussi intervenir sur... Il y a un autre moyen, et là j'interpelle un peu tout le monde, mais Jean-François, où il est, le représentant de la BPI. Donc on l'a mentionné, je crois qu'il y a au niveau du financement des TPE et des PME, il y a un grand manque, c'est toutes les missions qu'assure la BPI en France et qu'elle n'assure pas, je ne sais pas si elle assurera un jour, mais en tout cas elle n'assure pas encore en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc je la raconte toujours parce que ça nous avait fait rire au début, puis on était un peu en colère sur la fin. Quand les représentants de la BPI sont venus, c'était pour nous annoncer qu'ils avaient un magnifique produit à nous proposer à 50 000 €. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas rien, 50 000 €, mais bon, des fois, on a des besoins de financement qui sont un peu plus grands que 50 000 €. Je dois être honnête, ils avaient des produits spéciaux pour l'hôtellerie qui a été mentionné, la restauration, voilà, à 300 000 €, je crois. Mais il y a deux choses majeures, deux missions majeures, que moi j'estime important, qu'il faut que la BPI porte actuellement. Ben, c'est crédit à la trésorerie. Hein. On est tous, toutes les petites entreprises ont des problèmes de trésorerie, donc il faut qu'ils aient des aides à ce niveau-là. Et la deuxième chose qui me paraît importante, étant donné l'état des collectivités, toutes confondues, leur endettement, etc., elles ont de plus en plus de mal à payer, et en métropole, et même dans les DOM, je crois, aujourd'hui, la BPI a pour mission de se substituer aux collectivités défaillantes en termes de paiement. Donc elle paye, elle vous paye, vous, prestataires de services ou fournisseurs, et charge à elle de s'arranger la cravate ensuite avec la collectivité défaillante. Et ça, je pense que ça serait de bon augure que ce soit applicable sur le territoire. Ça nous soulagerait, en particulier vis-à-vis des collectivités qui tardent un petit peu à payer et qui mettent à mal notre trésorerie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur qui est là-bas, juste au milieu de la salle à peu près. Je vais vous demander pareil de vous mettre debout, s'il vous plaît. Voilà, le micro est à votre droite. Oui, quel est le montant des fuites de l'épargne des ménages? Ça, c'est la première partie de la question. La seconde étant, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir sur un moyen d'attirer plus l'épargne des ménages vers des produits calédoniens? Bonne question. Alors, qui veut amener des éléments de réponse à cette double question? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais ouais, allez-y. Jean-David Naudet. Je vais apporter quelques éléments. Alors, d'abord, la réponse, c'est qu'on ne sait pas tout à fait. Moi, j'aime pas beaucoup le terme fuite, bon, c'est vrai, parce qu'on est dans un système où il y a liberté de circulation des capitaux. Ça a quand même beaucoup d'avantages. Et donc, si on veut placer ces capitaux à l'extérieur, c'est pas une fuite, c'est un placement. C'est pour ça que j'ai parlé d'incitation. Alors, le système bancaire mobilise des produits d'assurance vie qui sont placés donc à l'extérieur pour un montant d'environ 150 milliards de francs CFA, de francs CFP, pardon. Il en passe apparemment plus par les assurances, mais nous, on n'a pas la tutelle ou le contrôle, ou en tout cas, on n'a pas de mission, de mandat par rapport aux assurances, donc on n'a pas cette donnée. Enfin, c'est donc des centaines de milliards sous forme de placements long terme. Il y a aussi des placements immobiliers, bon, dont on n'est pas sûr de voir la totalité, mais qu'on évalue dans la balance des paiements, qui sont à des montants. Alors 150 milliards, c'était un chiffre d'encours. Là, je vais vous citer des chiffres de flux qu'on estime à un petit peu moins de 10 milliards de flux annuels, 7 milliards, 8 milliards de flux annuels. Pas sûr de voir tout, hein, mais je pense que l'ordre de grandeur n'est pas fondamentalement différent de ce que je vous dis.
Et puis l'autre partie de la question, hein, c'était les produits de placement calédoniens. Hein. Pourquoi, voilà. D'incitation, donc je suis bien dans un système de liberté. Daniel Mochida. Oui, d'abord, une petite précision. Je partage tout à fait ce qu'a dit le directeur de l'IOM. Il faut faire attention au langage. Hein. Quand vous êtes partisan de l'économie libérale, on ne vous rate jamais, on trouve toujours l'occasion de vous critiquer. Donc il y a évasion à la limite de capitaux. Mais on est quand vous êtes acquitté de vos impôts et tout, Dieu merci, on est dans un monde libre, on peut quand même faire ce qu'on veut de notre argent. Et il y a l'évasion fiscale que les gens confondent. Alors l'évasion fiscale, effectivement, ça s'est arrangé, c'est interdit, c'est autre chose. Hein, donc ne confondons pas. Voilà. Cette précision étant faite, ça fait longtemps qu'on milite. Pour un fonds calédonien, la création d'un fameux fonds calédonien. Quand je dis on, c'est au MEDEF. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans l'agenda partagé qu'on a signé tous ensemble, là, économique et fiscal, partagé avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'en occupera. Nous, on a fait de multiples propositions, même une aide directe du MEDEF national qui est bien habitué à ce système de création de fonds, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas fait. Et effectivement, ce fonds qui capterait... pour vous donner une idée, je crois que seules les assurances-vie, le stock d'assurance-vie provenant de la Calédonie situé à l'extérieur, puisque évidemment il n'y a que l'extérieur hein, qui place les assurances-vie, c'est de l'ordre de 350 milliards. Donc c'est vrai que cet argent, si on avait des incitations fiscales et qu'il était en Nouvelle-Calédonie et qu'il servait l'économie, ou une partie de cet argent, ça nous rendrait bien service. Alors maintenant, je ne sais pas quid de la volonté du gouvernement de mettre en place ce fonds calédonien, mais nous, on y travaille, on est acharnés, on a envie de le créer pour servir notre économie, le financement de notre économie. Alors moi, j'ai une question que j'aimerais bien poser à nos intervenants, parce qu'on a fait un état des lieux grâce aux présentations de la première partie de l'économie calédonienne. On dit qu'on est dans une région Asie-Pacifique qui est une région extrêmement porteuse, avec des chiffres de croissance à venir qui sont assez importants. Est-ce que la Calédonie, dans ce milieu-là, peut profiter aussi de cette croissance importante de la région, ou est-ce que finalement elle est un peu en marge de la manière dont ça se passe dans la zone? Carole Vassiliev? Déjà, il y a un point qui est important, c'est le développement de la Chine et des multimillionnaires qui voyagent maintenant. Il y a 70 millions de Chinois qui vont déferler, et pour une bonne partie dans les îles du Pacifique. Donc déjà, ça, c'est une réponse au développement du tourisme. Donc la Calédonie a sa carte à jouer. On l'a vu tout à l'heure, il y a 120 000 touristes. Hein. À l'horizon 2025, on prévoit entre 200 et 250 000 touristes et 1 million de croisiéristes. Donc il y a un secteur économique qui est en voie d'expansion, de développement. Ça fait, pour ma part, et pour les industriels, ça fait 30 ans qu'on attend ce développement, puisqu'en 1992, il y avait déjà 96 000 touristes. Donc là, on est à 120 000, on se réjouit. Moi, je ne me réjouis pas. On devrait être à 200 000 ou 250 000 touristes. Là où Fidji est à 1 million de touristes pour 1 million d'habitants. Donc je ne sais pas si vous voyez les ratios. Au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, la Calédonie... tous les gouvernements successifs français, métropolitains et calédoniens ont demandé à ce que la Calédonie s'insère un peu mieux dans ce paysage sud-pacifique avec l'Asie pour miroir qui vient vers nous. Eh bien, oui, la Calédonie peut exporter son savoir-faire, peut exporter ses produits, peut exporter aussi ses services, et on y travaille. Il n'y a pas très très longtemps, avec la CCI, on a mené une étude avec la Fédération des industries, et on s'est aperçu que 40% des industries de transformation étaient prêtes à exporter dans le Pacifique, et il y avait à peu près 18% des entreprises qui exportaient déjà. Et le vent est en train de tourner dans le bon sens. Alors bien évidemment, quand on parle d'exportation à l'époque, tout le monde rigolait, tout le monde souriait, mais c'est une réalité. Il y a des niches de marché à opérer, à travailler sur le bassin sud-pacifique, et notamment dans l'arc mélanésien, puisque on est dans la zone Mélanésie, où nous avons 250 000 habitants, mais la zone Mélanésie, c'est 11 millions d'habitants. Hein. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je rappelle, les Salomon, Vanuatu, Fidji, etc. Et bien là,
il y a des niches de marché à opérer, notamment dans les produits, mais surtout dans les services. Et je rappelle aussi aujourd'hui que l'Angleterre, avec la sortie du Brexit, on est les seuls représentants européens dans la zone Pacifique, avec la Polynésie française et avec Wallis et Futuna. Donc là, on a aussi une carte à jouer. D'ailleurs, on ne sait pas si la carte, elle va être bien jouée, puisqu'on attend le président Macron pour le dire, monsieur, nous sommes les véritables représentants dans la zone Pacifique, aidez-nous un petit peu plus à avoir des financements pour répondre à ces niches de marché. Et moi, je suis assez confiant, puisque de plus en plus, les industriels se portent sur la zone Sud-Pacifique. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais là, il y a une ouverture nouvelle, une nouvelle page à écrire, et peut-être la jeunesse calédonienne va l'écrire. Frédéric Pancos, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point? Non, je pense que c'est intéressant comme module de développement. Effectivement, le tout nickel, il faudrait aussi pouvoir davantage développer l'export d'industrie et de services sur la zone. Mais je pense que pour cela, il faut aussi qu'on motive l'entrepreneuriat calédonien. Et je pense qu'il faut effectivement, je rejoins un des axes de la conclusion, qui était d'accompagner l'entrepreneuriat pour non seulement lors de sa création, mais ensuite lors de ses perspectives de développement et de croissance. Et les chambres consulaires, elles sont là pour ça. Et je pense qu'il faut vraiment donner envie aux gens d'investir et d'agir dans leur environnement. Donc, il va falloir qu'on trouve des pistes. Daniel Ocheda. Non, je voulais confirmer ce qu'a dit Carole. Les deux piliers principaux d'export, bien sûr, c'est le nickel, il ne faut pas se leurrer. Regardez la balance commerciale et le tourisme. Le tourisme étant un export qui se fait sur place, c'est comme ça. C'est devises étrangères qui arrivent chez nous. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une des missions de nos organisations, c'est d'inciter nos entrepreneurs à exporter. Parce que vous le savez très bien, si on se contente du marché intérieur, notre petit marché intérieur de 270 000 habitants, on ne va pas loin. Alors on a de grands handicaps, je ne vais pas revenir là-dessus, l'éloignement, le coût du travail, etc. Et c'est pour ça que, effectivement, la première chose qu'on pourrait exporter, et c'est assez flagrant quand on discute avec des interlocuteurs étrangers de la zone, je parle, hein, on va être modeste, on ne va pas vouloir exporter notre savoir-faire en Australie pour le moment, quoique il y a des entreprises calédoniennes qui l'ont fait, ou en Nouvelle-Zélande, mais dans les pays insulaires qu'a cité Carole, les pays fer de lance, etc. Je crois que c'est les activités de service, parce que là, pour le coup, ce sont des prestations à haute valeur ajoutée, des prestations de service, donc il n'y a plus le problème de coût, hein, pas un réel problème de coût. Vous exportez un savoir-faire, ça se paye, et ça se paye très cher. Il n'y a qu'à voir les missions australiennes dans les pays environnants, elles se payent très cher. Et effectivement, on aurait là une opportunité d'exporter nos services, notre savoir-faire, plutôt que des produits, bien qu'on incite effectivement les gens qui produisent, qui font des industries de transformation de produits à exporter aussi, parce que c'est peut-être quelque chose qui peut les sauver et les aider dans le développement. Mais c'est beaucoup plus cher à cause du coût du travail, de la matière première, de l'acheminement. Enfin, je ne refais pas tout le circuit pour produire en Nouvelle-Calédonie. Ou alors on voit aussi des nouveaux types de sociétés se développer, je pense aux start-up notamment, qui sont beaucoup plus réactives et qui peuvent pénétrer des marchés de façon différente. Ah ben là, oui, là vous abordez, Jean-François, quelque chose qui est important, c'est l'innovation. Alors ça c'est l'innovation, effectivement, hein. Les start-up font rêver, mais en Calédonie, il ne faut pas croire, il y a des start-up, on a un petit pays, on a une chance extraordinaire, c'est que pour un pays de 250 000 habitants, on a des institutions scientifiques de recherche. Vous avez l'IAC, l'IRD, l'IFREMER, que beaucoup de pays nous envient, pays avoisinants nous envient. Et donc, effectivement, ça, il faudra mettre l'accent, c'est l'avenir, c'est l'innovation, profiter de tout ce qu'on a ici, qu'on peut exporter grâce à l'innovation. On pense bien évidemment à l'économie de la mer. On est entouré de mer, on pense bien évidemment à la biodiversité qu'on a, extraire les molécules pour la pharmacie, la pharmacologie, et que sais-je, moi. Donc, effectivement, là vous soulignez un point crucial, Jean-François, auquel on travaille aussi, nous, au MEDEF, et sur lequel on met l'accent. Et je serais tenté de rajouter,
les pays de la zone face à l'invasion chinoise, la mainmise des anglo-saxons dans la zone, eh bien, sont demandeurs de la mélanésienne French Touch. Peut-être on pourrait dire un petit mot sur l'inflation, parce que on en a parlé au tout début avec... Éric Durand. Pour l'inflation. Oui, bonjour, Éric Durand, vice-président du MEDEF. Oui, sur l'inflation, moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est dans le slide que vous avez proposé au départ, sur la comparaison spatiale des prix. On s'est rendu compte qu'on avait une inflation sur les produits alimentaires qui avait bien augmenté entre 2013 et 2015, si je ne m'abuse, non ? 2010 et 2015. 2010-2015. Et je me demandais si ça ne correspondait pas à la réglementation des prix qui avait été mise en place. Et après je vous laisse répondre. Et du coup, je me disais, est-ce que finalement, la tendance fâcheuse de nos pouvoirs publics d'essayer toujours de réglementer, est-ce que ça va vraiment dans le bon sens? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux pas essayer de libérer l'économie de ce pays? Parce qu'il me semble quand même que c'est en la libérant et en faisant jouer le jeu de la libre concurrence qu'on arriverait peut-être à un développement plus harmonieux et plus important. Et l'autre chose, évidemment, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Daniel, c'est la dépense publique. Encore une fois, quand on voit qu'on se gargarise en disant que l'emploi a augmenté grâce à l'emploi public, effectivement, c'est un leurre. Et je crois qu'il ne faut pas poursuivre dans cette voie. Et pour terminer, avant de vous laisser, Madame Dodin, répondre sur la première partie de la question, je voudrais là prendre ma casquette de chef d'entreprise d'une société qui fait du conseil en gestion de fortune pour apporter quelques éléments complémentaires qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors effectivement, on ne peut pas parler d'évasion de capitaux. Il n'y a pas d'évasion parce qu'on n'est pas en prison ici. On est effectivement, comme l'a dit Monsieur Donnet, on est dans un système de libre circulation des capitaux, donc il n'y a pas d'évasion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre que ce qui est à la disposition des Calédoniens en matière de placement, c'est assez pauvre, puisque vous avez les enveloppes classiques bancaires, du dépôt à terme, etc. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres mécanismes bien intéressants sur le territoire. Donc, c'est une tradition calédonienne où, effectivement, il y a toujours eu de l'argent qui a été investi en dehors de la place. Et c'est pour ça que, alors si on parle maintenant de l'assurance vie, effectivement, il y a un chiffre, tout le monde s'accorde à le dire, on ne le connaît pas vraiment précisément, mais c'est autour de 300 milliards de stock qui est placé en assurance vie, mais c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de compagnie d'assurance vie calédonienne à ce jour. S'il y en avait une, eh bien, évidemment, elle pourrait thésauriser l'intérêt de cette enveloppe, parce que je rappelle, c'est une enveloppe fiscale, on pourrait thésauriser l'intérêt d'investir ici sur le territoire, et ça me fait la transition toute trouvée sur ce qu'on a évoqué aussi, à savoir le fameux fonds d'épargne et d'investissement calédonien, qui d'une part répondrait en partie au financement de l'économie calédonienne, si tant est qu'on arrive à trouver des actifs effectivement à placer en Nouvelle-Calédonie. Peut-être faudrait étendre ce type de placement à d'autres territoires qui sont à côté. Je pense à la Polynésie, mais aussi peut-être à d'autres territoires de l'arc mélanésien qu'on a évoqués. Et puis donc ça permettrait avec tout simplement en mettant en place aussi bien des achats d'actions dans l'économie locale, mais aussi peut-être en achetant de la dette que pourraient émettre soit les collectivités, soit les institutions de type protection sociale, et ça répondrait aussi peut-être à nos besoins de financement. Voilà ce que je voulais dire. Et puis évidemment, on ne parle pas d'évasion fiscale parce que, comme disait Daniel très justement, c'est une fois que les épargnants ont payé tous leurs impôts qu'ils peuvent disposer de leur épargne comme ils le souhaitent. Alors, Véronique Dodin, sur la question des prix. Oui. S'agissant des mesures interventionnistes qui ont été prises au moment où l'inflation était exponentielle, et c'était de 2010 à 2012, ce sont des mesures qui ont abouti à des accords sur la vie chère, mais c'était l'ensemble des Outre-mer qui étaient concernés, et pas seulement la Nouvelle-Calédonie. La récurrence de ces mesures mises en place va avec la fréquence des envolées de certains prix qui, en l'absence d'autorité de la concurrence, d'observation de l'ensemble de ces évolutions, sont rendus nécessaires à un certain moment. Et de fait, avec cette comparaison spatiale des prix, on se retrouve avec une observation 2010-2015 qui inclut à la fois l'envolée des prix
et la stabilisation avec ces contraintes de niveau plafond. Mais sinon, la comparaison, les écarts entre la métropole, les écarts avec la métropole qui existait en 2010, ils étaient de l'ordre de 90%. Ils sont passés à 108%. Effectivement, ça a augmenté, mais pas autant que l'inflation 2010-2012 aurait pu le laisser supposer. C'est pour ça que globalement, ça a augmenté de façon importante, y compris en métropole, mais avec une inflation plus lente sur ces périodes-là. Je ne sais pas si je suis claire. Daniel Ochida. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi je voulais souligner le fait, et je vais continuer à interpeller les gens, puisque j'en profite, ils sont présents, c'est un problème de chiffres. Donc je profite qu'il y a la directrice de l'ISEE. Aujourd'hui, effectivement, pour nous les observateurs économiques, on manque de chiffres récents. Je veux dire, les chiffres, on en a. Donc la directrice va nous dire pourquoi elle n'y arrive pas. Je crois que le dernier chiffre, c'est 2015, je crois, les chiffres des statistiques de l'économie. Je vous laisserai la parole après. Donc, ce qui donne lieu à des débats du style que vous voyez dans la presse, soit un parti qui dit non, mais alors, ça va pas du tout, l'économie est au bord du gouffre, etc. La réponse d'après, du berger à la bergère, mais si, tout va bien, regardez, etc. Donc, je pense qu'on manque de chiffres objectifs pour pouvoir se baser dessus de chiffres récents. Voilà. Donc ça, c'est la première question à la directrice de l'ISEE. La deuxième question, c'est à la CCI. Alors, moi, voilà. On a vu dans le... j'allais dire le reportage, dans l'exposé, on a vu que les porteurs de projets en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas beaucoup de chiffres pour se benchmarker, quoi. Je veux dire, quand ils ont un projet, ils ne savent pas quel est le chiffre d'affaires moyen dans le secteur dans lequel ils veulent opérer, ils veulent monter leur affaire, quelle est la valeur ajoutée, quel est le bénéfice moyen. Et j'ai cru comprendre... Non, je ne dis pas j'ai cru comprendre, j'en suis sûr, puisqu'on l'avait mis en marche il y a 2 ou 3 ans maintenant. On avait développé un fichier avec la CCI. La CCI devait s'en charger avec effectivement secteur par secteur des moyennes du secteur sur tous ces éléments chiffrés qui permettraient à n'importe quel porteur de projet, dans quel secteur que ce soit, effectivement de pouvoir se benchmarker par rapport à ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie. Donc où on est ce fameux fichier. Alors, question de statistiques. Est-ce qu'on peut en avoir plus pour être plus performant? Je réponds à la première question, s'agissant de l'actualisation, de l'actualité de nos statistiques. Effectivement, certains chiffres, et en particulier celui de la croissance, sort avec retard parce qu'il nécessite de mobiliser de nombreuses sources. Pour d'autres données, elles sont mensuelles, elles sont trimestrielles, elles sortent avec certes un certain retard suivant leurs sources. En particulier, lorsqu'on exploite des sources administratives, il y a un temps et à l'exploitation, parce que ces sources servent d'autres besoins au départ que des statistiques. Ensuite, il y a le temps de déclaration. Une source administrative, ce sont des entrées dans des fichiers avec des déclarations. Je fais référence aux statistiques de l'emploi comme aux statistiques des douanes. Il y a des délais de déclaration qui induisent immanquablement des délais pour la sortie de ces statistiques conjoncturelles. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'enquêtes, les enquêtes, j'ai toujours vécu les difficultés de sortir les enquêtes immédiates, de sortir les résultats d'enquête immédiatement après leur réalisation. En tant que statisticienne, j'ai vécu ça de façon récurrente. Soit on les sort très rapidement, on est très peu précis, soit on opère tous les redressements et tous les calculs qui sont nécessaires en aval de ces enquêtes, et elles sont généralement très sérieuses quand on les réalise de la même façon que les instituts nationaux. Et tout au long de ma carrière à l'INSEE, c'était pourquoi vous sortez les statistiques avec 3 ans de plus. Donc l'évaluation, par contre, de la conjoncture, dès qu'on a la possibilité de la réaliser, elle est disponible, elle est mise à disposition. Dès qu'on a un indicateur qui apparaît consolidé parce qu'on a une partie solide des réponses, on le sort. Ensuite, s'agissant de données fines comme les chiffres d'affaires moyens, les valeurs ajoutées,
par secteur, par grand secteur de l'économie, c'est évidemment des composantes du PIB, et ça sort avec un peu de retard. Beaucoup, je dirais pas. On tente de sortir une évaluation de cette répartition de la valeur ajoutée par secteur avec un an et demi après l'année qui vient de s'écouler. C'est-à-dire que là, on est en retard pour 2016, mais ça ne saurait tarder. Donc, mais dès qu'il s'agit de construire un fichier sur les valeurs ajoutées par secteur à un niveau fin, on est au-dessous du seuil de confidentialité des déclarations fiscales des entreprises. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est le principal nœud du problème. Alors, la deuxième partie de la question s'adressait... Oui. J'ai juste une petite précision, pardon. Ouais, vous avez cité le PIB, c'est vraiment un indicateur qu'on indique à tout va. Ça nous intéresse de l'avoir le plus vite possible. Et moi, la question que je me pose dans ce contexte économique, par exemple, est-ce que le PIB par habitant se dégrade, est stable, voilà. Donc j'aimerais bien savoir, quoi, parce que bon, pour un peu corroborer ce ressenti sur l'activité économique, est-ce que si ça se dégraderait, ben, ça serait significatif, quoi, par habitant. La croissance, elle stagne, la population augmente, donc il y a un effet sur le PIB par habitant, ça c'est sûr. Hein. J'entends bien la demande de compte rapide, plus rapide encore. On est là pour ça. C'est doublement difficile parce qu'on ne sait pas très bien quelle est la croissance de la population non plus. Carole Vassiliev. Oui, je vais répondre puisque mon cher collègue... Oui, vous avez posé une question directement. Voilà, oui. Directement à la CCI. Alors, je m'inscris en faux, totalement faux. La CCI travaille énormément sur ces données. L'oiseau, petit à petit, fait son nid, mais je te rappelle, cher collègue, que les dépôts greffe du tribunal à l'époque, c'était la croix et la bannière. Bon, maintenant, avec la DAE, on a des chiffres beaucoup plus précis et immédiats. Mais la CCI mène des enquêtes régulièrement. Le problème, c'est que c'est le pays du non-dit ici. Pour obtenir des chiffres, déjà, les administrations sont fermées entre elles. Elles n'échangent pas les chiffres. Et les entrepreneurs, pour aller chercher des données chiffrées, informatiques et suivies, ben, ils ne donnent pas toujours toutes les données en temps et en heure. Donc c'est compliqué. Mais le chemin fait petit à petit son chemin et les gens comprennent qu'effectivement, il faut benchmarker, etc. Tu veux parler de chiffres? Oui, alors il y a un chiffre important et qu'il faut savoir. Je ne sais pas s'il est correct. Quand on parle de PIB, déjà, il faut comparer la zone de la Nouvelle-Calédonie avec la Polynésie française. On s'aperçoit que pour à peu près le même nombre d'habitants, on a 960 milliards, j'arrondis, 1000 milliards de dollars de francs CFP. 1000 milliards de dollars, oh là ça me rappelle, non, mais c'est parce que ça me rappelle un film, 1000 milliards de dollars. C'est un peu western, oui. Voilà. Et donc, la Polynésie, pour à peu près le même nombre d'habitants, c'est 550 ou 560 milliards. La moitié. Donc voilà, déjà, ça donne une échelle de valeur. Il a raison, c'est vrai que plus de chiffres nous donnerait plus d'ouverture d'esprit. Et quand on parle de chiffres, je voudrais aussi qu'on aborde un sujet très important. Il y a alors je sors des chiffres financiers, mais un chiffre très important qu'a rappelé M. Naudet, il me semble, c'est les jeunes qui sortent sur le marché. 4000 jeunes qui sortent sur le marché, 2000 entrants. 4000 jeunes qui sortent de l'école. Ça peut être un problème, ça peut être une force. Au jour d'aujourd'hui, on a plus de la population de moins de 30 ans, plus de 50% de la population de moins de 30 ans. On a à peu près 75 000 écoliers, si je n'ai pas les chiffres en tête. C'est une force, mais ça peut être un sacré problème. Et là, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Et en termes économiques, on a besoin de ces jeunes pour entrer dans les entreprises, pour créer des entreprises. Et cette jeunesse doit prendre le relais. C'est ça la suite de la construction de l'économie calédonienne. Est-ce qu'il y a encore une intervention éventuellement dans le public? Oui. Merci Aurélie Zoudlebert, présidente de l'autorité de la concurrence. Je reviens sur le sujet de l'évolution des prix en Nouvelle-Calédonie. Alors, je n'étais pas là au tout début, donc je n'ai pas vu le slide en question. Mais la question que je me pose depuis que je suis arrivée, c'est de savoir comment ont évolué parallèlement les salaires ou revenus des ménages pour avoir une idée exacte de l'évolution du pouvoir d'achat. Parce qu'on peut comprendre que les prix augmentent, mais si les salaires augmentent, c'est pas vraiment un problème. La difficulté, c'est quand il y a un effet de ciseau entre les deux. Donc, est-ce que, de ce point de vue-là, vous avez des chiffres?
On a jusqu'à maintenant fait perdurer l'évolution de la masse salariale en fonction de données dont on dispose, mais effectivement, l'analyse fine des salaires, parce qu'on ne dispose pas de données administratives permettant de sérier par EQTP, d'avoir des vrais salaires, rend la tâche... enfin, on a reporté cette tâche-là parce qu'en entrée de la comptabilité nationale, jusqu'à maintenant, on arrive à se satisfaire de l'ensemble de la masse salariale. Le détail fin de l'analyse des salaires, c'est pas une étude qui a été menée récemment. La dernière date de 2010. Attendez, du on coup, va sur le pouvoir d'achat, oui. Oui, on publie rien sur le pouvoir d'achat non plus. On n'a pas cette donnée. Allez, peut-être une dernière intervention encore, sinon on va mettre un terme à ces rendez-vous de l'économie. Eh bien, écoutez, on va remercier déjà tous les intervenants qui sont venus participer à cette soirée, les experts et les acteurs de l'économie. Et puis, comme vous le voyez là sur le dernier slide, cette présentation a été filmée, ainsi que le débat qui a eu lieu. Et si vous voulez revenir sur des chiffres ou vous remettre des éléments en tête, vous pourrez les retrouver dès demain sur le site de la CCI. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.